Madame, Monsieur, bonsoir. Un rapport d'enquête sur l'accident du train des ECA et des prescriptions du chef de l'État, notamment au sujet de la relecture du contrat de concession de Camrail. Et voilà que la question des privatisations au Cameroun revient bruyamment au devant de la scène. Comment faut-il analyser ce processus aujourd'hui? A-t-il été une réussite jusqu'ici? S'agit-il plutôt d'un échec? Alors, est-il question d'y mettre un terme pour retourner aux nationalisations? Deux invités nous font l'honneur de venir nous donner des lumières sur ce sujet ô combien important. Il s'agit d'Anissé Ekane. Bonsoir Anissé Ekane. Bonsoir Zogo, merci de m'avoir invité. Vous êtes membre du bureau politique du Manidem. C'est bien cela? C'est bien ça. Voilà. Merci encore d'avoir accepté de venir nous éclairer sur ce sujet relatif aux privatisations. Avec vous ce soir, Célestin Tchakounte-Lengue. Bonsoir. Bonsoir, M. Zogo. Vous êtes économiste, c'est bien cela? Tout à fait cela. Mais vous êtes surtout, ces temps-ci, l'auteur d'un livre que nous avons ici, Les privatisations en Afrique, l'exemple du Cameroun. Tout à fait. Alors, vous venez de signer ces livres chez l'Harmattan, c'est bien cela? Tout à fait cela. Voilà. Alors, vous avez également une particularité, vous êtes le dernier dirigeant de la régie Fercam avant sa privatisation. Oui, pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines. Tout à fait. Ah, voilà. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau d'Equinox Télévision nous éclairer aussi sur la question des privatisations au Cameroun. Alors, d'emblée, que faut-il entendre? Vous êtes nos spécialistes, vous venez d'écrire un livre, M. Tchakounte. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par privatisation? En fait, privatisation, pour faire très simple, c'est le transfert de l'entreprise du secteur public au secteur privé. C'est cela le plus... Bon, il n'y a pas que l'entreprise, ça peut aussi être une activité. Donc, c'est ça qu'on appelle privatisation de manière générale. Oui. Maintenant, plus généralement, dans privatisation, il faut entendre une meilleure répartition des tâches entre le secteur privé et le secteur public. Donc, c'est beaucoup plus large que cela. Ça rejoint ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Oui. Et, oui, Anissé Ekane. Oui, non, a priori, la définition que donne M. Tchakounte est déjà tendancieuse. Parce que d'emblée, il veut dire que la meilleure répartition des tâches ne s'opère que dans le cadre de la privatisation. Vous savez, quand on prend une famille, qui est, je vais dire aussi, à l'échelle de la famille, c'est un État, c'est une nation. On peut organiser une famille sans être obligé de confier sa gestion à un étranger. Donc ne dites pas d'emblée que privatisation égale meilleure répartition des tâches. C'est un a priori très dangereux. On y reviendra. Je suis M. Kane, vraiment. Je n'ai pas dit une chose pareille. J'ai simplement dit que c'est une répartition des tâches entre le privé et le public. Oui. Et donc, oui, si vous voulez, moi je suis prêt à défendre que, pour moi, l'État n'a pas de place dans une entreprise. Oui, l'entreprise, c'est le secteur privé. Donc, je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, alors, quelques précisions aussi sur les types de privatisation qu'on peut retrouver rapidement, M. Tchakounte, quelques types de privatisation. Oh, il y a beaucoup de formes. Il y a des cessions pures et simples, il y a d'autres formes, comme les concessions, c'est le cas des chemins de fer. Il y a l'affermage, c'est le cas de Camwater, mais je crois que ça a évolué un peu vers la concession. Il y a plusieurs formes, il y a des locations, même des locations-gérance, il y a plusieurs formes en fait. Mais l'important c'est que les privés prennent le contrôle et gèrent la société, parce qu'il est établi que les privés sont beaucoup plus efficaces que l'entreprise publique. Ça, c'est l'étude dans le monde entier. Oui. Bien, alors, M. Ekane, vous avez un mot à dire? Oui, non, je pense qu'il veut déjà préciser les choses. La cession au privé, comme dit M. Tchakounte, elle peut être totale ou partielle. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça veut dire, à contrario, que ce n'est pas la suppression totale de l'État dans la gestion de l'entreprise qui est nécessairement la bonne solution. Je veux donc dire que, à partir du moment où on repartit mieux les tâches entre la part de l'État et la part du privé, on peut arriver à une efficacité meilleure. Mais ce que je reproche un peu à la présentation de M. Tchakounte, elle est a priori en train de laisser croire que le problème de l'efficacité dans une entreprise
est liée au fait que la logique de l'entreprise, qui est une logique du profit, je veux préciser, absolument, est, je vais dire, la matrice de l'efficacité. Je suis tout à fait en désaccord, parce que l'efficacité vient d'une bonne organisation, d'une définition précise des objectifs et d'une stratégie pour les atteindre. Je veux dire en même temps que même dans le cadre de la gestion d'un État, on peut atteindre l'efficacité alors qu'on n'est pas dans une entreprise. Si le travail est bien structuré, bien organisé, des objectifs, une stratégie pour les atteindre. Donc ne rentrons pas justement dans, on va y arriver tout à l'heure, dans la mystification de la privatisation. Oui. On n'a pas beaucoup d'exemples dans le monde où une étatisation à outrance du système économique a donné des résultats efficients. Est-ce qu'on en a beaucoup? Non, il n'y en a même pas. Je vais vous dire. Est-ce qu'on en a beaucoup? Donc je peux alors, le terme à outrance est péjoratif. Oui, naturellement. Est péjoratif. Mais je peux l'assumer. C'est-à-dire que tous les pays du monde qui ont progressé, c'est des pays qui ont fait des privatisations à outrance, je le précise. La preuve. Vous pensez que la Chine n'a pas progressé? Non, là, justement. Est-ce que la Chine a fait. Non, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Donnez-moi une seconde. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Je vais vous parler de la Chine, justement. Oui. La Chine, qui il y a 20-30 ans, avait des gens qui mouraient de faim. Jusqu'en 1978, quand Deng Xiaoping a fait une révolution douloureuse à la Chine, en disant que l'entreprise privée n'est plus l'ennemi du peuple. Vous savez que le concept du communisme, l'entreprise privée est l'ennemi du peuple, et du capitalisme. Ah, pas du tout. Alors, quand Deng Xiaoping a dit cela, la Chine s'est lancée dans une privatisation à outrance. Oui. Et aujourd'hui, le dernier pays qui était le gardien du temple, Cuba, en 2009, vient de se lancer également dans un programme de privatisation, au grand soulagement des Cubains, qui avaient vu leur économie figée depuis des années. Donc, je peux vous dire que le privé est le gage de l'efficacité. Je vous explique pourquoi. Toutes les études dans le monde entier révèlent que l'entreprise publique est en sureffectif, que l'entreprise publique n'est pas efficace, parce que le cycle de décision est extrêmement long. Une entreprise publique, elle doit référer au gouvernement, que l'entreprise publique a beaucoup de bureaucratie. A beaucoup de bureaucratie, et n'a pas de stratégie claire. Je donne le cas, par exemple, je donne le cas là, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et même en France. Je vous cite le cas, par exemple, du directeur général de France Télécom, qui disait à la radio, je connais mes actionnaires privés, je sais ce qu'ils veulent, et c'est très clair. Mais l'actionnaire État, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'il veut. Un coup, un directeur arrive, il dit, faites ceci. Deuxième fois, c'est un autre directeur qui arrive, faites cela. Or, une entreprise, quand elle suit une stratégie, c'est comme une maison, on la construit. Chaque fois que vous modifiez la stratégie de l'entreprise, il faut peut-être 5-6 ans derrière pour arriver à construire cette stratégie. L'entreprise publique n'a pas de stratégie. Donc, il n'y a pas de lisibilité. On va peut-être revenir sur le cas de nos entreprises tout à l'heure. Camerco, Régifercam et d'autres, avec toute la saignée que ça a créée au Trésor public en termes de subventions. Si vous voulez, on va revenir dessus. Si on reviendra dessus, bien sûr. Ce qui est terrible dans le défense de M. Tchakounté, c'est qu'il assène des axiomes qui sont faux. L'entreprise publique n'a pas de stratégie. C'est faux. Vous imaginez qu'une stratégie se définit comme un business plan? Donc, ça veut dire que ce n'est pas le fait que l'entreprise ait comme actionnaire l'État qu'elle ne peut pas avoir de stratégie. Ce sont de faux axiomes, première chose. Deuxième chose, permettez-moi de vous parler de la Chine. Si la Chine aujourd'hui a pu rééquilibrer son économie entre le secteur d'État, qui existe toujours, et le secteur privé, c'est après avoir consolidé les acquis de la révolution culturelle et de la révolution chinoise. Donc ne faites pas comme si toute l'histoire de la Chine, où il n'y avait pas, comme c'est le cas aujourd'hui, le rééquilibrage d'un secteur privé et public est à jeter dans les oubliettes. Troisième chose, il y a des exemples dans les pays capitalistes où on est revenu à la nationalisation. Rappelez-vous que De Gaulle a renationalisé en France. Cela veut dire qu'à contrario, ce n'est pas nécessairement l'entreprise privée qui fait le bonheur d'une société. Parlons de la société. Ne parlons pas uniquement des actionnaires qui ont une logique de profit.
une entreprise est dans une société, est dans une nation. Et elle a, comme tous les éléments de cette nation, une obligation d'efficacité par rapport à la nation, pas par rapport à ses actionnaires. Parce que sinon, si vous la sortez de ce contexte-là, forcément, la logique du profit, on marche sur des cadavres, on écrase tout le monde, à condition que les dividendes parviennent aux actionnaires. Donc, vos actions et vos assertions vous cadrent, vous cantonnent dans une vision néolibérale qui fait en sorte que laissez faire et l'économie va tout réguler. Oui, mais c'est un principe économique, la main invisible du marché qui régule les choses. Oui, mais ça marche. Oui, ça marche. Ça ne marche pas. Non, je voudrais dire que M. Canet, justement, là, il commet une erreur. C'est de donner à l'entreprise les objectifs de l'État. C'est justement ce que j'explique dans mon livre. Non, je dis que l'entreprise est dans une société. Non, ça je l'ai compris, je ne discute pas cela. D'accord. L'entreprise est dans la société. Mais il n'appartient pas à l'entreprise de résoudre les problèmes, c'est plusieurs les problèmes. Chacun fait son travail. C'est pour ça que je dis pas encore une fois de la course de pirogue, où il y a celui qui est devant, qui ne touche pas au pagaie. Lui, son travail, c'est de définir l'avenir, de donner la cadence. Et les gens qui sont assis à pagayer, c'est le secteur privé. Celui qui est debout, c'est l'État. Donc, il faut séparer les fonctions. Donc, l'entreprise n'a pas vocation, je vais vous dire par exemple, mettons, à résoudre le problème par exemple, du chômage dans une société. L'entreprise cherche son profit. Et ce faisant, elle fait du recrutement. Maintenant, il appartient à l'État, avec ses outils de régulation, d'orienter. L'État a des moyens de régulation de toutes les entreprises, y compris privées, à travers le taux de change, à travers le taux d'intérêt, à travers la politique monétaire, à travers la masse monétaire. L'État oriente les entreprises, même avec pour la politique de subvention, de défiscalisation. Il appartient donc à l'État d'orienter pour résoudre le problème du chômage. Mais l'entreprise ne peut pas résoudre le problème du chômage. J'en parle dans mon livre en expliquant ceci. C'est parce que justement, nos dirigeants d'entreprises publiques avaient des objectifs flous, qu'on se retrouve avec ce qu'on a eu, avec des subventions qu'on failli mettre en faillite l'État du Cameroun. Je vous donne un exemple. En 1985, la régie FECAM seule nous a absorbé pour 9 milliards de subventions. 9 milliards, ça fait 9 hôpitaux. 9 milliards, ça fait 9 hôpitaux qu'on est en train de brûler. Oui. Donc il faut bien se rendre compte de cela. Avec ces 9 milliards, on aurait pu créer, si on a mis ça sur les PME, on aurait pu créer 500 ou 1000 PME, qui auraient recruté peut-être 20 ou 30 000 personnes. D'accord. Alors, le glissement de M. Tchakoundé, c'est de ramener cette problématique à un contexte néocolonial de nos pays. Ah, néocolonial dans quel sens, Anissé Kane? Néocolonial, c'est la nouvelle colonisation. Oui, tout à fait. Comment est-ce que c'est qu'en réalité, nos pays sont dirigés de l'extérieur par les grandes firmes multinationales à travers leurs filiales ici, et qui ont la même mise sur les orientations politiques et économiques. Avant d'en arriver là, Anissé Kane, mais la question que vient d'adresser M. Tchakoundé, il a dit qu'il y a eu des subventions de 9 milliards pour le cas de la régie FECAM. Il y en avait d'autres encore. Bien sûr. Mais alors, est-ce que c'était les Occidentaux qui étaient derrière là, pour demander qu'on fasse ces subventions? C'était une orientation étatique, Anissé Kane. La régie FECAM. Je vais revenir à cela. Je vous donne un exemple. Vous savez, quelles sont généralement les sociétés qui gagnent des marchés dans nos entreprises publiques? Ces sociétés multinationales étrangères qui plombent par les surfacturations, les pots de vin, la gestion de ces sociétés, qui aboutit donc à la sortie de l'argent de l'État comme subvention. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Attendez, pour revenir, je vais vous dire, la transposition que vous faites n'est pas bonne. Pourquoi? Voyez, si on rentre dans votre objectif, dans votre vision, on a eu en France, tout récemment, le débat sur comment se fait-il que la plupart des entreprises du CAC 40 font des profits exorbitants et ils restructurent, délocalisent et licencient, font des plans sociaux. Vous dites qu'une entreprise privée, le problème, sa logique, c'est le profit. Mais quand on est dans une société et que cette recherche effrénée du profit déstabilise la société, est-ce que c'est efficace?
Attendez, laisse-moi finir. Est-ce que c'est efficace? Je dis non. Est-ce que ça va de l'intérêt de la société qu'on ait ces îlots où seul le profit compte, le reste, rien du tout? Troisième chose, si c'était aussi évident, pourquoi est-ce qu'on est revenu à des nationalisations? Pourquoi est-ce que les grandes entreprises publiques dans les pays occidentaux, je prends la France, il n'y a pas que la France, en Suède, en Norvège, ces grandes entreprises, souvent, l'État pose le problème d'une partie de privatisation et la société se bloque. Pourquoi? Pourquoi transposer en Afrique, c'est privatiser, vendre tout. C'est la clé du succès. Parce que justement, derrière ce slogan, derrière cette vision néolibérale qui satisfait ceux qui sont dans cette logique, il y a derrière à qui profite la privatisation? On dit souvent à qui profite le crime? À qui profite la privatisation dans nos économies? Monsieur Kane, monsieur quand vous aurez lu mon livre, vous allez voir que vos préoccupations sont prises en compte. C'est-à-dire que à qui ça profite, ça c'est un des éléments, à mon avis, ça c'est une des plus grandes erreurs que nous avons commises. Parce que dans ce livre, je fais une analyse et je dis il y a des erreurs qui ont été commises que j'assume. Parce qu'une œuvre humaine n'est pas parfaite. Qu'est-ce que commises par nous, ceux qui avons mené les privatisations. Oui, nous avons commis des erreurs. Sous l'impulsion du FMI de la Banque mondiale. Bien sûr, je le dis. Qui sont les représentants de la finance internationale. Bien entendu, je le dis. Tout à fait, M. Tchakounté, ça nous permet donc d'entrer dans la question des privatisations au Cameroun. Comment elles ont été menées? Vous y étiez déjà, et je vous rejoins. Comment elles ont été menées? Non, elles ont été menées. D'abord, le Cameroun était au bord de la faillite. Vous vous rappelez à ce moment-là, le Cameroun n'avait plus à payer ses fonctionnaires. Parce que, à cause de la gestion idyllique dont parle M. Kane, c'est-à-dire qu'une gestion avec un profit social, l'entreprise ne cherche pas le profit. Donc, les entreprises sont retrouvées toutes en faillite, en train d'absorber des subventions qui ont failli mettre l'État en faillite. J'ai des chiffres là-dedans. En Côte d'Ivoire, c'était 12 milliards par mois. Dites quand même que ces entreprises au Congo étaient aussi des succursales de l'État. Bien sûr, bien sûr. Bien entendu, bien entendu. Déjà néocolonial. Non, vraiment, je ne vous suis pas dans votre domaine. C'est vous êtes un homme politique, je suis d'accord avec vous. Donc, moi, je suis économiste, je m'en tiens à ça. Je vous dis donc que c'est parce que c'est une entreprise publique. D'ailleurs, vous connaissez l'expression, casse tout, c'est l'État qui paye. On m'a donné un directeur général qui voulait qu'ils disent aux gens, écoutez, il faut qu'on fasse du profit. Tout le monde lui a dit quel profit? D'une autre part. C'est parce que c'est une entreprise publique qu'on peut faire une chose pareille. Monsieur Kane, si vous avez votre boutique, vous ne laisserez pas quelqu'un y entrer, par exemple, pour ramasser des rames de papier pour entrer chez lui. Dans votre boutique, comme on dit chez nous à l'Ouest, 5 francs ne cherche pas son frère. Quand c'est une entreprise privée, les gens suivent de très près ce qui se passe. Quand c'est un truc public, tout le monde s'en fout parce que la notion de propriété... D'ailleurs, j'ai une phrase que je mets au tout début de mon livre, qui est une citation d'Aristote, il y a près de 23 siècles. Parce que je croyais que la privatisation était un phénomène nouveau, récent. Mais Aristote le dit il y a 23 siècles. Il dit, ce dont on prend le moins soin est ce qui appartient en commun au plus grand nombre. Voilà ce que dit Aristote, voilà le principe de la privatisation. Ce dont on prend le moins soin est ce qui appartient en commun au plus grand nombre. Voilà ce que voilà le principe posé il y a 23 siècles. C'est pourquoi? Parce que vous êtes directeur général d'une société publique. Bon, vous regardez les dépenses comme cela, mais c'est votre boutique, je vous assure que vous n'avez pas la même attitude. C'est pour cela que l'entreprise privée, elle est gage d'efficacité. Toutes les études faites à travers le monde, j'insiste bien, je ne dis pas seulement au Cameroun, les études faites par par des gens sérieux, vraiment pas des... parce que toutes ces études, et je les reprends ici là, montrent que l'entreprise privée fonctionne de loin mieux que l'entreprise publique. D'ailleurs, j'analyse certains cas. Sonel, Régie Fercam, avant et après privatisation, les chiffres sont très parlants. Régie Fercam, à un moment donné, employait 7000 personnes. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 2200 personnes. Pour la même activité. Mais une entreprise le résultat est là. Oui, le résultat... Non, attendez. Non, vraiment, non. Prenons pas l'accident, on va y revenir. On va revenir sur l'accident. Non, sur le plan financier stricto sensu. Voilà. C'est
C'est un succès. C'est un succès. Oui, sur le plan financier, il faut le dire. Mais vous le sortez maintenant, du côté général. Non, je reviens. Il faut assumer, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Au contraire de la Régie fédérale qui absorbait les subventions à l'État chaque année. Oui. Donc maintenant... Aujourd'hui, l'argent rentre chez Bolloré. Oui. L'argent rentre chez les actionnaires. Mais alors, et les employés sont payés, les salaires ont été augmentés, et les impôts sont régulièrement payés, ce qui n'était plus le cas. Donc il n'y a pas seulement Bolloré, il y a les impôts qu'on paye à l'État, et donc à nous tous. Nous voyons d'ailleurs que nos rues sont mieux aménagées aujourd'hui, parce que le trésor public a trouvé une santé financière. Donc il n'y a pas que... les Camerounais vous écoutent, hein? Attendez, il y a 10-15 ans, l'État ne faisait plus l'entretien routier. On n'avait pas le même budget. Non, mais le budget de l'État vient de ses rentrées financières aussi. Alors, bien. Voilà. Monsieur, oui. les privatisations, Non, je voudrais elles ont été... Non, attendez, il va terminer là. Elles ont été menées comment au Cameroun, les privatisations? Elles ont été menées sous la pression. Ça, il faut le dire clairement. J'en parle dans mon livre. Puisque la maison avait pris feu. L'État ne payait, les fonctionnaires avaient déjà pratiquement 10, 15, 20 ou 30 mois de salaire impayé. Ce qui est assez grave pour un pays. Donc, l'État était au bord de la faillite. Donc, il était question de... On nous a prescrit, c'est par là que je commence le livre, la privatisation. Donc, on l'a fait sous la pression, ce qui explique un certain nombre d'erreurs que nous avons commises. Donc, on les a menées, on a essayé de les mettre dans les règles de l'art, sauf que, à cause de la pression, à cause de l'urgence, il y a des erreurs qu'on a commises. Une des erreurs, on n'a pas fait les études préalables. Il aurait fallu faire des études. Oui, pour dire qu'est-ce qu'il faut, comment on l'oriente cela. Je prends un exemple. Cette absence a fait qu'on a fermé tout ce qu'on croyait que ça ne rapportait pas. Il y a par exemple au moins 2 ou 3 cas qu'on n'aurait pas dû fermer. Oui. Par exemple la SEDA, qui fonctionnait un peu comme le cerveau du gouvernement. Okay. Aujourd'hui, au Cameroun, il n'y a pas de think tank. Oui. Le gouvernement n'en a pas. C'est pas bon. Oui. C'est-à-dire qu'on fonctionne comme un corps sans cerveau. Il y a le cas, par exemple, le service civil de développement, qui vient d'être réouvert, que je salue au passage. Donc, il y a, par exemple, le cas de la Banque de développement. Oui. On est un pays en développement sans... La BCD. Nous sommes un pays en développement sans banque de développement. Or, le système bancaire camerounais aujourd'hui ne peut pas financer le développement de notre pays. Puisque, il faut donc emprunter. Non, j'ai été auditeur de ces banques-là. Ah, oui. J'ai fait le tour de ces banques. Quand vous regardez ces banques, 98% des concours à l'économie, c'est à moins de 2 ans. C'est à moins de 2 ans. Vous ne pouvez pas financer le développement d'une économie sur 2 ans. Il faut au moins 7 ans. C'est du long terme. Oui, il faut au moins 7 ans pour transformer une entreprise. Donc, pour développer une entreprise. Donc, il faut un financement, ce qu'on appelle le financement du haut du bilan. Oui. Donc, notre système bancaire aujourd'hui ne peut pas nous développer. Il faut donc une banque de développement. Donc, voilà les choses qu'on a faites dans la précipitation. Deuxièmement, nous avons omis des choses très importantes. À mon avis, la plus grave erreur que nous avons commise, c'est le problème qu'il a posé, à qui ça profite. Vous savez que je suis d'accord avec vous. En France, par exemple, en 1986, quand on a fait les privatisations, à chaque fois, on mettait en place un noyau dur d'entreprises françaises qui prenaient le contrôle à 51%. Absolument. Au Cameroun, dans la précipitation, on ne pouvait pas le faire. Si on avait eu le plus de temps, on aurait pu faire comme au Chili. Au Chili, le gouvernement, quand il a lancé les privatisations, a rassemblé les opérateurs économiques nationaux pour les sensibiliser, pour les regrouper, pour qu'ils atteignent une taille critique, à la fois sur le plan financier et sur le plan technologique, afin de pouvoir jouer un rôle majeur dans les privatisations. Ça n'a pas été le cas au Cameroun. C'est pour ça que, et ça je le regrette profondément, que toutes les entreprises ont été privatisées au profit des étrangers. Ce n'est pas une très bonne chose, parce que... C'est une mauvaise chose. Je suis d'accord, on dit la même chose, parce que c'est les Camerounais qui vont développer le Cameroun, et pas le contraire. Oui. La France est développée par les Français, le Japon pas les Japonais. Pourquoi je dis ça? Parce que l'investisseur, quand il va dans un pays, il travaille, il y a un élément de base qu'on appelle le risque. Et le risque, il y a toujours une dichotomie sur la perception du risque entre les nationaux et les étrangers. Absolument. Les étrangers ont toujours une perception exagérée du risque, enfin différente de celle des nationaux. Donc, quand un opérateur économique camerounais opère au Cameroun, sa notion de risque est plus faible, donc il travaille sur un plus long terme. Il sait qu'il est là, c'est son pays, il travaille. Regardez les investisseurs nationaux, par exemple, dans certains secteurs où il y a la concurrence. Vous voyez que l'investissement qu'ils font, il y a une plus longue durée qu'on perçoit à l'intérieur que les étrangers, qui font le minimum syndical pour encaisser l'argent et partir. Et ça, je suis d'accord avec vous, et ça, je le regrette.
Et c'est parce que nous avons été, ça a été fait dans l'urgence. Et ça, j'ai fait un chapitre sur les bailleurs de fonds où je dis que leur attitude est ambiguë. Oui. Donc ils n'ont pas, le FMI n'a pas forcément joué le jeu pour le Cameroun. Non, plutôt... je dis que, oui. Parce qu'il y a l'autre problème qui nous arrive, c'est que quand sous la pression du FMI et de la Banque mondiale, oui, nous arrivons à mettre en place des monopoles privés. Ah, voilà. C'est une erreur. On a fait passer le monopole étatique à des monopoles privés. Et ça, c'est très grave. On n'a pas beaucoup changé la situation. Non, au contraire. Non, on l'a aggravé la situation. On l'a aggravé. Parce que le monopole privé, c'est comme mettre le loup dans la bergerie. Alors qu'un monopole public, c'est autre chose. Donc, ça, vous voulez, on peut revenir là-dessus. Oui. Donc, je dis que quand on fait les privatisations, par exemple, et que, ça, c'est un exemple que j'explique dans mon livre, et que vous avez, par exemple, 90%, que j'explique dans mon livre, et que vous avez, par exemple, 90% des ports sur la face atlantique de l'Afrique qui appartiennent à une seule personne. Bolloré. Ça va sans dire. Il faut nommer le chat par son nom. Oui. Et donc, quand même une petite dent là. Quand vous avez beaucoup un constat. Ah bon. Donc vous voyez, donc on n'est pas tout à fait en contradiction. Donc je dis donc quand vous voyez qu'on fait les... Parce qu'en fait, quand on dit privatisation, derrière ce concept, il y a ce qu'on appelle la concurrence. Il y a la concurrence. Quand cette concurrence n'est pas là, il faut faire très attention. Parce que je dis dans mon livre que le client est roi lorsqu'il a le choix. Quand il n'a pas le choix, il devient un esclave. Et donc, je suis là pour le monopoliser la parole. Oui. Je prends un exemple simple. Quand on met en place un monopole, comme par exemple dans l'eau, l'électricité, mais vous êtes prisonnier. Je prends un exemple simple. Vous ne payez pas le courant, on vous coupe le courant. Vous venez payer avec pénalité. Mais quand vous avez payé, il se passe quoi? Mais il n'y a aucune contrainte en face pour vous rétablir. Oui. Vous êtes souvent obligé d'aller maintenant prendre quelqu'un, lui payer le taxi pour qu'il vienne. Oui. Donc, il faut mettre en place ce que je suggère à l'État, de mettre en place une réglementation disant que une fois que vous avez payé, il dispose d'un délai, par exemple 4 heures, pour vous rétablir. Si ce délai est passé, il paye aussi une pénalité. On y reviendra, absolument. On y reviendra tout à l'heure dans les précisions. La démonstration, moi, M. Tchakounté, part du fait qu'il nous met dans un corset. C'est-à-dire le corset de la Banque mondiale et du FMI. Oui. Quand j'étais à l'école primaire, mon professeur me disait toujours, il ne faut jamais employer le on. Le on, c'est pronom défini, indéfini, il n'appartient à personne. Oui. Alors, vous dites, on nous a pressé. On, c'est qui? La Banque mondiale et le FMI. Je suis d'accord. Je reviens en arrière. Qui est responsable de cet État gabégie qui a mené à la faillite de l'État? C'est l'Occident, en réalité, qui a mis à la tête de nos États ce qu'on appelle des non-patriotes. Parce que justement, vous oubliez d'insérer ça dans l'histoire de nos pays. À savoir que si on avait à la tête de nos États des gens qui avaient l'intérêt général comme vision et optique, l'État néocolonial aujourd'hui aurait été géré autrement. Et nous n'en serons pas arrivés à une situation coincée à juste titre, délibérément, par les organisations internationales pour nous amener pieds et bras liés à la privatisation accélérée. Première chose. Deuxième chose, du fait justement de cette organisation qui amène progressivement nos pays à la privatisation à tout prix, forcément, on oublie le minimum, à savoir organiser son avenir. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où ce sont les organisations internationales, en réalité liées au capitalisme mondial, qui organisent l'avenir de notre pays à leur guise, au profit des entreprises multinationales occidentales. Troisième chose, vous-même vous l'avez relevé. Vous dites que, vous l'avez dit plus tard, que la concurrence doit être liée à la privatisation. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est ça qu'on recherche. Tout a été fait pour qu'on sorte de la concurrence, y compris dans des éducations de cette privatisation. Moi, je connais un pléthore d'hommes politiques, d'hommes d'affaires camerounais qui auraient pu faire des tours de table et prendre en charge les parts que l'État cédait au privé. Et vous-même, vous l'avez relevé en disant que la perception du risque
que peut avoir un étranger qui vient faire du profit sur le dos des Camerounais. Et ce que, je ne vais pas les citer, un certain nombre d'hommes d'affaires camerounais auraient pu faire pour prendre en main, c'est comme l'OCB, un franc symbolique, va dire un franc symbolique, qui aujourd'hui qui fait des milliards de recettes, on serait arrivé progressivement, je dis, à un équilibre au niveau de ce qu'on aurait pu céder au secteur privé. Quatrième chose, lorsque la Banque mondiale nous dit, et le FMI, les privatisations, c'est l'avenir, c'est ça ou rien. Les faits sont têtus. Quand on fait le bilan de ces privatisations, est-ce que la société camerounaise y a gagné? Oui. Non, alors, justement, absolument, elle y a gagné. Vous embrayez sur la question de ce bilan aujourd'hui. Oui. Comment vous le trouvez? Non, je vais donc dire que poser la question aux Camerounais. Oui. Moi, je rentre en... Je vous réponds à ça. Vous non, il va finir, il va terminer, puis on vous donnera en 1983 au Cameroun. Oui. Le train Douala-Yaoundé, Intercity, fait 3 heures. Oui. On est à la régie Fakamouyu, non? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, 30 ans, 35 ans plus tard, 3h40, très rarement, 100 wagons-restaurants climatisés, dans des conditions qui n'ont rien à voir avec 1985. Vous allez me dire, mais il y avait des subventions. Oui, il y avait des subventions. Mais pourquoi il y avait des subventions? Parce que l'état du pays même était mal géré. Ce n'est pas le principe même d'une société publique qui était en cause. Puisque des gens qui aiment ce pays, qui ont la vision de la... Je voudrais... Le principe de subvention, il est mondial. À partir du moment où une entreprise est publique, elle bénéficie des subventions étatiques. Merci. Donc M. Takounte en fait une tare dans l'économie, une subvention. Puisque ça va nous mettre en faillite. Non, je voudrais... je finis. Vous avez parlé de bilan. Elle pompe quand même les finances publiques, ça c'est clair, les subventions. Vous savez, ces subventions-là, oui. Si on compare à cela, les dépenses de prestige, la surfacturation, tout ce que le gars détourne dans l'État, c'est infime. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, attendez, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est ces privatisations qui ont coulé, il le dit, qui ont fait en sorte qu'on n'ait pas de route, du moins ces subventions, qu'on n'ait pas de route, qu'on n'ait pas d'hôpitaux, etc. Mais 40% du budget du Cameroun est en surfacturation, en détournement. Ça aurait pu nous faire de belles routes, tout en ayant la subvention dans les entreprises publiques. Je finis en disant donc que, vous voyez, l'efficacité, c'est le résultat. Oui. L'efficacité, c'est l'amélioration du service. L'efficacité, justement, lorsqu'il s'agit des services publics, même gérés par des capitaux privés, c'est le bien-être de la société. Et ça, aujourd'hui, quand vous posez la question au Camerounais, l'électricité privatisée, où est-ce qu'on en est? L'eau privatisée, où est-ce qu'on en est? La régie fait comme c'est la catastrophe ferroviaire. Laissez-moi vous répondre là-dessus. Non, vous allez répondre. Non, il aborde beaucoup de sujets. C'est bien les principes. Oui. C'est bien le corset néolibéral. C'est bien de vanter les bienfaits de la société capitaliste et de l'entreprise privée. Mais dans les contrées africaines, aujourd'hui, le Camerounais, quand il regarde Sonel avec ses tares, et Sonel et Néo avec ses catastrophes. Vous avez déjà... laissez-moi répondre un peu. Voilà. Vous avez parlé du bilan. Il y a ce qu'on raconte, je dirais, dans les bars, et ce qui est la réalité. Oui, mais Prenons l'eau. Oui. Prenons l'eau. Oui. J'ai fait un tableau dans mon livre où je montre qu'on produit plus d'eau à Niamey qu'à Yaoundé, dans le désert. L'eau, lorsqu'on commence avec le dossier de l'eau chez nous, je prends le rapport, la SNEC à l'époque, pour faire une note de synthèse pour le ministre des Finances. J'ouvre le rapport et je me dis non, il y a une erreur. J'appelle le directeur général, parce que j'ai lu que il y avait 130 000 compteurs dans tout le Cameroun. J'ai appelé le directeur général. Je me suis présenté, je lui ai dit, j'ai votre rapport, je vais vous faire un rapport au ministre des Finances, mais il y a une erreur. L'erreur, c'est où? Je dis, je vois 130 000 compteurs. Moi, je me disais qu'il a oublié un zéro. Il me dit, non, c'est ça. Donc, voilà de quoi on parle. Quand vous dites qu'il y avait l'eau au Cameroun, il y avait 130 000 compteurs dans tout le Cameroun.
y compris les entreprises. Nous étions en quelle année? Là, quand on démarre, là, ces années 96 à peu près, tout à fait. tout le Cameroun. Ça, c'est dans le cadre du comité, et ça vous surprend qu'il y a comité technique, la commission technique de commission technique de privatisation et de liquidation. Et vous êtes surpris qu'à ce moment, il y ait qui le choléra au Cameroun? Je me rappelle, quelqu'un de la Banque mondiale avait été chahuté parce qu'on dit de vendre rapidement l'eau. Il a dit, écoutez, il a donné un argument simple. Il a dit, écoutez, vous avez 100 000 compteurs d'eau au Cameroun. Il a dit, je vais être très large. Je vais mettre 10 personnes sur un compteur. Ça veut dire qu'il y a 1 million de Camerounais qui ont accès à l'eau entre guillemets potable. Il y a 20 millions au moins au Cameroun. Les autres 19 millions, ils font comment? Voilà le premier bilan. Je prends un deuxième chiffre. À l'époque, toujours, 96, vous prenez Sonel Snec. Les deux faisaient 80 milliards de chiffre d'affaires. L'équivalent au Gabon, 1 million d'habitants. La SEG faisait 120 milliards de chiffre d'affaires. Voilà le bilan. Maintenant, revenons sur le transport ferroviaire. Vous dites il y avait Intercity. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Moi, je suis fils de cheminot. J'ai passé toute ma vie au chemin de fer. Je vous assure qu'à l'époque, on n'avait pas de télévision. J'ai vu de mes yeux des tombeaux entiers remplis de cadavres. À l'époque, d'ailleurs, nous étions à Ezeka, puisque c'est mon père chef de gare à Ezeka à l'époque. Non, je parle et je vous assure que, fils de cheminot, parfois on passait 3 jours, d'ailleurs, pour aller prendre le train, il fallait faire à manger. Oui, puisque... Parfois on passait 3 jours en chemin. Oui. Et maintenant, que se passe-t-il? Il se passe que, depuis au cours des 20 dernières années, on a pu entretenir la voie ferrée. Et je donne un exemple dans mon livre qui fait rire. Dans la période de la régie Fercam. Je parle de la régie Fercam. Pendant 20 ans, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Et j'explique. Ils m'ont dit que lorsqu'il y avait beaucoup de déraillements vers la fin de la régie Fercam, ils en sont arrivés à la conclusion qu'il y avait le mauvais sort sur la voie. Ils ont donc commencé à prendre le riz, le macanjo, le vin, pour aller donner au chef qui est le long de la voie ferrée. Attendez, au XXIe siècle, les gens, au lieu d'arranger les voies ferrées, comme tout le monde, de revisser les boulons, ils laissent quand le train déraille, ça va donner à manger à un chef. Voilà le bilan dont vous parlez. Au jour d'aujourd'hui, Régie Fercam, il y a un tableau là qui est très expressif. Son chiffre d'affaires le plus élevé, c'est 29 milliards. L'année qui suit. Quelle est la proportion entre le trafic voyageur et le trafic marchandises? Le trafic voyageur à l'époque, c'était autour de 5-6 milliards. Oui. Marchandises, 26 milliards. C'est pareil dans le monde entier. Hein. Le transport ferroviaire, c'est le transport marchandises. L'année d'après, Camrail, il y a un tableau. Camrail fait, ayant transporté le même nombre de passagers, même tonnage de marchandises, Camrail fait 42 milliards de chiffre d'affaires. Là où la régie faisait 29 milliards. Il y a un truc que je ne comprends pas. Donc, voilà le bilan dont vous parlez. Donc maintenant, il y a une différence. Vous devez comprendre. Donc, je reviens. Je vais chuter. La saignée des emplois. Monsieur Kage, je vais chuter. Vous devez comprendre. Je vais chuter. Oui. Je suis en train d'expliquer qu'il y a le bilan financier qui est absolument indiscutable. Il est là. Maintenant, il y a un problème que j'ai soulevé dans mon livre. Parmi les erreurs que nous avons commises, vous avez soulevé un problème qui est la satisfaction collective. Ça n'a pas été pris en compte. Nous avons commis cette erreur de penser qu'il faut seulement améliorer les finances parce qu'encore une fois... Vous renvoyez tout ça en seconde zone. Hein, parce non, que je ne renvoie pas. En épingle le bilan financier. Non, je dis que j'assume l'erreur. Ah d'accord. Je dis que c'est une erreur que j'ai commise. C'est-à-dire que nous étions focalisés sur les aspects financiers parce qu'encore une fois l'État était en faillite. On s'est dit, parce on veut le plan financier. Le FMI, la Banque mondiale... était derrière nous, c'est vrai. Voilà. Ça c'est écrit noir sur blanc. Oui. Nous avons donc oublié de prendre en charge la satisfaction collective, les attentes des Camerounais. Maintenant, c'est après que je me rends compte que c'est un point au moins aussi important, et ça je suis d'accord avec vous, que les aspects financiers. On aurait dû prendre en charge tout cela en même temps. Par exemple, avoir des conditions de transport meilleures pour les passagers, et ainsi de suite. Donc, c'est maintenant qu'on est en train d'essayer de rattraper. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de rattraper ça maintenant? Ça, je suis d'accord avec vous, cet aspect n'a pas été pris en compte. Donc, vraiment, je fais vraiment le point. Je ne suis pas dans une démarche angélique. Maintenant, je reviens à votre... Vous avez dit quelque chose là sur lequel je ne suis pas d'accord. Vous dites l'État néocolonial, machin. Bon, je ne rentre pas, vous êtes un homme politique, je ne rentre pas dedans. Mais ce que vous dites... Vous savez au moins de quoi je parle. Non, attendez, laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Oui, je voulais vous dire que si ça se passait seulement au Cameroun, oui, vous auriez raison de dire cela.
Mais encore une fois, c'est dans le monde entier que toutes les études montrent que l'entreprise privée est de loin plus efficace que l'entreprise publique. Faisons une comparaison un peu. La SNCF, est-ce que c'est une entreprise qui donne quand même de la satisfaction aux consommateurs français? La SNCF, je vais vous répondre. Oui. La SNCF est un gouffre financier. La SNCF est... C'est pas la question que je vous ai posée. Non, moi je vous réponds aussi. Ah d'accord, on va vous répondre pas à la question, vous en prenez une autre. Oui, la SNCF aujourd'hui est au bord de la faillite. Elle a un endettement abyssal qui est aujourd'hui un problème pour l'État français. Oui. Donc, je veux bien que... Parce que... Donc, il est bon, on transporte les gens, personne ne sait canner, vous vous contentez de ce qu'on transporte des gens, que les Français soient contents, mais vous ne verrez pas non, le pas du tout, non, je reviens. Alors, petite parenthèse. Non, je vous donne juste un élément et je m'arrête. Oui, après, je vous pose une question. Un élément. Oui. Vous avez dit que la Régie Fécam, par exemple, l'État faisait des subventions parce que c'est bien. Non, la Régie Fécam, on fait des subventions pourquoi? Parce qu'elle emploie 7000 personnes. Là où il faut 2000. Parce que, encore une fois, je vous dis l'autre jour que j'ai rencontré un directeur général de l'entreprise publique, il n'y a pas longtemps, qui me dit qu'il n'y a que le président de la République qui n'a pas encore envoyé quelqu'un pour que je recrute. Donc vous imaginez toute la pression que ça subit. J'ai des cas que j'ai donnés comme ça aussi en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous avez beau dire que ne faut pas être angélique. Non, moi je suis économiste. En économie, on dit que lorsqu'il y a un élément sur lequel vous n'avez aucune emprise, on appelle ça une contrainte de l'environnement. Donc quand je dois gérer, je tiens compte de cette... Pour moi c'est des contraintes. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, quand un ministre vous appelle en disant que recruter tel, vous lui dites non, vous aurez tous les problèmes de la terre. Mais si c'est une entreprise privée, vous l'envoyez promener sans problème. J'ai eu des cas au Cameroun. Donc voilà ce que je voulais vous dire. En termes de bilan, il est mitigé. Oui, Anissé Kané. Première chose, vous pouvez me donner l'endettement des États-Unis, 400 000 milliards de francs CFA. 400 000 milliards, l'endettement. Mais sauf que c'est en dollars. Bon. Le dollar est fabriqué par l'État américain. Oui, mais les États-Unis ne sont pas faillites. Ils sont endettés sur le dollar. Le dollar, c'est leur propriété. Mais ils ne sont pas faillites. Et cet endettement, c'est sur le dos du monde entier. C'est ce que j'explique justement. D'accord. Donc, vous voyez ils sont endettés en dollars. Donc, ils ont réussi à... Vous voyez bien que les autres vivent bien sur la misère des uns. Oui. D'accord. Vous voulez changer le monde, allez-y. Moi, je ne peux pas changer le monde. Moi, c'est une contrainte. Il faut changer ce monde, heureusement. Mais M. Takonté, si vous pensez que ce monde-ci vaut la peine d'être vécu, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Alors, heureusement qu'il faut le changer. J'essaie d'optimiser là où on est. Bon, première chose. Deuxième chose. Voyez-vous, vous faites comme si, vous dites, oh, mais je ne suis pas là-dedans. Vous sortez tous les problèmes du pays de la structure de l'État de notre pays. Ces histoires où les ministres appellent tous les jours sans arrêt, placer leurs copains, c'est vrai qu'on retrouve ça ailleurs. Mais c'est une tare congénitale de l'État néocolonial. Le népotisme, le clientélisme, c'est une tare. Donc pourquoi vous n'insérez pas ces avatars de sociétés d'État du fait de l'État qui dirige tout ça? Vous sortez ça. Vous revenez uniquement sur le plan économique et financier que c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on a des États de structure néocoloniale ayant à la tête de ces États des gens qui n'aiment pas ce pays. C'est ça. Qui n'aiment pas ce pays au risque de le vendre aux étrangers. On en est là, de le vendre. C'est-à-dire que de privilégier ce qu'ils tirent de ces privatisations, ce que leur clan tire, au détriment de l'immense majorité des Camerounais qui veulent un pays où le train circule correctement, où on peut avoir de l'eau. Vous avez pris l'exemple de l'eau. Oui, il y en avait 130 000. Il y en a peut-être maintenant 800 000, le compteur. Mais merci de l'argument. Vous avez vu ce que ça a produit en privatisation. Oui, sauf que... Pareil pour l'électricité. Sauf que, la population camerounaise a augmenté. 2, on a fait une restructuration, donc forcément, on a dégagé... Prenez le téléphone. Il y avait 100 000 compteurs, le téléphone au maximum. Aujourd'hui, on est à 15 millions. En restructurant, c'est-à-dire en envoyant des Camerounais au chômage, etc., sans leur payer leur droit de licenciement, jusqu'à aujourd'hui, les entreprises privatisées,
Le choléra, il y en a encore au nord du pays, monsieur. Donc on n'a pas fini avec... Non, je n'ai pas dit qu'on a fini avec. J'ai dit quand même que la situation de l'eau s'améliore. Ça s'améliore forcément. Vous savez, quand on a une plaie, il faut la saigner pour la guérir. Mais ça fait mal quand on la saigne. Premièrement. Deuxièmement, on peut la saigner de telle manière qu'on coupe le pied. Ça peut arriver. Donc, ce qui me désole dans votre argumentaire... Je suis d'accord quand vous dites on a mis les gens à la porte. Mettons, les gens du Cameroun ont été mis au chômage. Et on ne leur a même pas payé. Non, non, ne rentrons pas dedans. Je dis encore une fois. Hein, oui, attendez, il vaut mieux. Laissez-moi finir. Oui, allez-y. Prenons les effectifs. Oui. Prenons un problème après l'autre, c'est mieux. Monsieur Diakouté, je crois que la différence entre vous et moi, c'est que vous êtes d'économie. J'ai aussi quelques bribes d'économie. Et vous faites comme si l'économie est déconnectée de la situation. Non, pas du tout. Je ne suis pas... Deuxièmement, vous êtes dans une... Comment appelle-t-on ça? Dans une mystification de l'économie capitaliste. En mystification. À savoir que, comme le disent les néolibéraux, le bonheur, c'est dans le capitalisme. Mais en même temps, quand on regarde l'histoire du capitalisme dans le monde, elle est faite quoi? De sang, de répression, de brimade. Écoutez, non, Anissé Kane, quand même. Oui, bien sûr, si on rentre dans une logique d'affrontement, vous êtes un homme de gauche, peut-être d'extrême gauche d'ailleurs, puisque vous m'avez dit que vous êtes plus proche de Mélenchon et que vous pensez que c'est l'extrême gauche? Peut-être, vous n'êtes pas d'extrême gauche, d'accord. Oui. Mais alors, est-ce qu'on a un résultat aujourd'hui dans le monde d'un système très socialiste? Non, je vous la pense, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas, je vous réponds tout de suite. Cuba vient de passer à autre chose là, non? Laissez-moi... Non, je réponds. Il a posé des questions là, je n'ai pas encore répondu. Non, il va me répondre. 1960. Oui. Le Cameroun était sur le plan du développement au même niveau que les Corées. Tout à fait. La Corée. Oui. Tout à fait. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Très en retard. Mais ce n'est pas le système capitaliste ou colonial ou machin. Bien sûr, c'est pas ça, c'est autre chose. Oui. Un petit pays comme Cuba a tenu plus de 50 ans sous la pression mortelle des États-Unis. Et vous dites que a transporté 25 000 personnes pour aller sauver l'Angola des mains des multinationales. Et vous dites que tout ça, c'est rien, Cuba, il n'y a aucun résultat. Non, je voudrais revenir parce que je ne vais pas rentrer dans Cuba, machin. Je voudrais revenir. C'est vous qui avez pris l'exemple. Non, j'ai dit que Cuba a choisi de faire des privatisations. De rééquilibrer. Mais parce que la pression aussi. Non, s'il vous plaît, j'ai fait des recherches. Vous remettez ça dans le contexte. Monsieur Kane, attendez, vous remettez dans le contexte qu'il y a une normalisation de j'ai fait beaucoup de choses. S'il vous plaît, vous avez dit beaucoup de choses. Laissez-moi répondre. Allez-y. J'ai fait des recherches. C'est d'ailleurs par ça que j'ai terminé dans mon livre. Je dis Cuba, depuis 2009, s'est engagé dans les privatisations au grand soulagement des Cubains. Donc, je reviens à... Vous avez dit les effectifs, on a mis les gens à la porte. Je dis que c'est une bonne chose, mais il faut que j'explique bien qu'on ne m'a pas agressé dans la rue. Parce que quand vous mettez une entreprise en sureffectif, c'est l'ensemble de l'entreprise qui va s'écrouler, qui va mourir. Tout à fait. Il vaut mieux sortir les gens en sureffectif et les mettre ailleurs. J'explique ça dans mon livre. Je dis que, parce que je me suis dit, simplement que l'entreprise publique est en sureffectif, sans donner des pistes au gouvernement, ce serait comme si je m'en foutais un peu de tout le monde. Oui, mais c'est ce que font les capitalistes. Non, attendez. Oui. Je dis donc que, j'ai dit qu'au Cameroun, par exemple, on a beaucoup de grandes réserves d'emploi, de croissance. Il y a des niches extraordinaires. On a de très grandes réserves. Oui. Vous commencez par l'agriculture. L'agro-industrie. Oui, et l'agro-industrie qui suit derrière. Le Cameroun est un des pays les plus arrosés au monde. C'est ça que je dis aux gens en général que la plus grande richesse du Cameroun, ce n'est pas le pétrole, c'est l'eau. L'eau, c'est la nourriture. Vous avez vu que sur la nourriture, maintenant, on est la même génération. On ne peut pas parler de suffisance alimentaire. Aujourd'hui, on parle de sécurité alimentaire. Ce n'est pas un vain mot. Parce que maintenant, c'est au même titre que l'armée. Parce que la situation s'est détériorée. Non, ce n'est pas le cas. Je dis que dans le monde aujourd'hui, là... Je parle du monde. Oui. Parce que la situation s'est détériorée. Non, parce que je vais vous dire une chose. Bientôt, l'alimentation va devenir peut-être aussi important que l'or. Parce que le problème, la Chine, par exemple, qui est un des gros consommateurs... Je suis d'accord avec vous. Justement, la Chine, par exemple, c'est 19% de la population mondiale, mais c'est seulement 9% des terres arables.
Donc la Chine va absorber beaucoup de nourriture. Oui, venant de l'extérieur. Venant de l'extérieur. Tout à fait. Et au jour d'aujourd'hui, justement, notre économie est très mal structurée. Par exemple, nous importons le maïs, qui peut pousser là au bord de la route. Nous importons du riz. De riz est importé. Or, nous pouvons cultiver tout cela au Cameroun. Donc, voilà rien que l'agriculture peut absorber tout le chômage qui est au Cameroun. Vous avez un autre secteur qui est le tourisme. On est un pays qui est d'une extrême variété, d'une très grande beauté. Malheureusement, nos stratégies n'ont jamais été bien structurées. C'est pas les nôtres. Rien que le tourisme peut développer le Cameroun mondial. Ah non, pas forcément. Non, c'est pas ça, monsieur Kanem. Il ne faut pas faire une phobie sur le FMI et la Banque mondiale. Le FMI et la Banque mondiale, quand votre maison prend feu... J'en fais justement une phobie. Non, attendez, je les ai critiqués. Oui. Mais je dis, quand votre maison prend feu, oui, vous les appelez, vous dites les conditions. Mais si votre maison est saine, ils ne viendront pas vous imposer quoi que ce soit. Vous savez ce que sont le FMI et la Banque mondiale? Ce sont des pyromanes. C'est-à-dire qu'ils mettent le feu à travers l'intrusion des sociétés multinationales des Occidentaux dans nos économies. Après, ils disent il n'y a que nous qui pourront éteindre ce feu-là. C'est ça le danger. Oui, soyons non plus intelligents pour faire la part des choses. Et d'ailleurs, ce que je recommande à nos gouvernants, c'est qu'il appartient aux Camerounais de définir leurs priorités. Nous viendrons tout à l'heure aux propositions. À quel gouvernement? Mais nous viendrons aux propositions. Ce que je voudrais dire, question, est-ce que vous comprenez, M. Tchakounte et M. Kané, est-ce que vous comprenez les critiques des Camerounais vis-à-vis des privatisations? Ah oui, absolument. Vous les comprenez? Mais posez la question à M. Tchakounte. Ah oui, absolument. Bien sûr que moi je le comprends. Au contraire, je suis venu à l'émission justement pour mettre en évidence des aspirations des Camerounais par rapport à la peste au choléra que ces privatisations ont amené dans notre pays. Donc, moi, je réponds tout de suite. Je vous dis, je comprends très bien les reproches des Camerounais. C'est pour ça que dans mon bilan, à l'analyse, j'en parle dans mon livre, j'explique très bien qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Une des erreurs commises, c'est que nous avons oublié, je l'ai dit, la satisfaction collective. Parce que vous relevez des avancées avec les privatisations, mais quand même, on n'a pas le sentiment que les Camerounais vous suivent beaucoup dans cette voie-là. Justement, quand on prend en compte, les Camerounais ne regardent pas les états financiers, ils ne regardent pas le bilan, le compte des résultats. À juste titre. Non, même pas, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que les Camerounais ne sont pas là quand, par exemple, les entreprises commencent à payer les impôts, et que, comme il n'y avait pas ces impôts-là avant, les salaires n'étaient pas payés, les routes n'étaient plus entretenues, les écoles étaient à l'abandon. Maintenant que les flux financiers au profit de l'État sont densifiés, sont devenus réguliers de ces entreprises-là, que l'État arrive à mieux faire ses missions, ça, le public ne voit pas ça. Le public voit, je veux dire que c'est pour ça que moi, en tant que financier, le public voit la satisfaction immédiate. J'ai besoin de lumière sur moi. Voilà, il faut pendant voir 2 heures, 4 heures, je n'en ai pas. Elle n'est pas immédiate. Elle n'est pas immédiate. Non, et donc, je disais donc que cet aspect-là fait que le public voit autre chose. Cette autre chose-là, nous aurions dû prendre ça en charge. Savoir que voici les attentes du public et travailler pour que ces attentes aussi apparaissent en même temps que les attentes financières. Donc, j'ai dit, il y a ça qu'on n'a pas fait. Il y a deuxième élément, l'épargne nationale, je l'ai dit. L'épargne nationale, avec il y a au moins 2 composantes. Première composante, c'est les opérateurs économiques nationaux qui ont été oubliés. Je prends souvent le cas. Non, ils n'ont pas été oubliés, ils ont été écartés. Donc, bon, ok. Merci. C'est une question de sémantique. Je vous laisse. Laissez-moi arriver, s'il vous plaît. Ils ont été écartés. Je vous l'accorde. Je prends le cas, par exemple, notre compatriote Etofis, qui a voulu rentrer dans la téléphonie. Nous avons fait de lui un call-boxer. Ce n'est pas normal. Je pense, j'ai fait une suggestion dans mon livre. Je dis, au jour d'aujourd'hui, téléphonie, on fait d'abord une étude pour savoir combien de licences il nous faut dans un pays comme le Cameroun. 4, 5, 6. Et je recommande... Vu la taille du marché. Vu la taille du marché. Et je recommande donc à l'État du Cameroun de réserver une licence à un groupe de Camerounais qu'on va monter. Parce qu'en fait, pour dérouler une licence, il faut quoi? 150 milliards. Il suffit de trouver 4 Camerounais qui amènent chacun 5 milliards.
Il a déjà été fils, il en faut 3 autres. Or, dans le classement Forbes des hommes d'affaires les plus riches en Afrique, 9 étaient Camerounais. Donc, on peut très bien trouver 4 Camerounais qui amènent chacun 5 milliards. On leur donne une licence. Et là, je vais vous rejoindre. Parce que les bailleurs de fonds ne seront pas d'accord. Ils vont dire que appel d'offres. Je dis que non, cette licence-là ne passe pas par un appel d'offres. L'État doit imposer et dire aux bailleurs de fonds, nous voulons un groupe de Camerounais dans la téléphonie. On va leur donner une licence. Et maintenant, on peut rassurer les bailleurs de fonds en disant qu'ils paieront aussi un ticket d'entrée comme les autres, mais il n'y aura pas d'appel d'offres. Est-ce que vous voyez que vous mordez la queue là comme le serpent? Ah non, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Quoi que vous fassiez, vous revenez à l'État, à notre État, à sa structure. Non, mais l'État a une direction stratégique. Non, mais je vous ai dit que je parle d'une répartition de tâches entre l'État et le secteur privé. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que depuis notre discussion, je vous fais comprendre que n'assénez pas des axiomes qui... Non, je n'ai pas d'axiome, vraiment. Attendez, ce n'est pas des axiomes qui peuvent paraître efficaces, je veux dire, entraînants, lorsqu'on parle du capitalisme, le profit, comme dirait Keynes, il faut laisser, ça va se réguler tout seul. Mais par contre, dès que vous commencez à analyser, vous revenez à la queue en disant que, mais au fait, tout ça, pourquoi est-ce qu'on est arrivé dans cette situation extrêmement difficile, laissez-moi finir, préjudiciable aux consommateurs camerounais, à la nation camerounaise, parce qu'on avait à la tête de nos États des gens qui n'avaient pas pour optique, pour vision, l'intérêt général. Parce que quand vous dites ça, les Camerounais comprennent. Dans tous les États du monde, puisque le problème est le même partout dans le monde. Non, alors, il n'est pas le même. À peu près. Ne comparez pas notre situation à la situation en France. Non. Vous voyez. Parce que la France est privatisée. Pratiquement tout est privatisé en France. Nous allons continuer. Oui. Alors, moi, je vous pose une question simple qui est aussi, disons, la matrice de cette émission. Pour vous, Anissé Kanem, M. Tchakounte, il s'agit de quoi finalement les privatisations au Cameroun? Un échec ou alors quelque chose à améliorer? Qu'est-ce que c'est? Moi, je vous dis que c'est un échec. Non seulement c'est un échec, mais en plus, je crois qu'il faut... c'est un désastre pour notre pays, le fait qu'on ait privatisé, comme on l'a fait en plus, nos entreprises défaillantes. Je suis à moitié d'accord avec vous. Il va aller. Défaillantes publiques. On lui d'avoir. Premièrement. Deuxièmement, vous savez, quand Marc Miller vient avec AES, il dit, je vais faire de la privatisation de Sonel le miroir de la privatisation. Apparemment, c'est un miroir cassé. Parce que très rapidement, tout le monde a vu. Il a fallu, comment dire, passer la marchandise à un autre opérateur qui apparemment ne va pas rester aussi longtemps qu'on l'aurait imaginé. Il faut pas leur faire un procès d'intention, non, mais vous savez de quoi je parle. Deuxièmement, troisièmement, pourquoi est-ce qu'un État décide à un moment donné de changer d'optique? C'est-à-dire de grandes entreprises publiques qui marchent mal, d'après les comptes financiers et les résultats, à une privatisation à outrance de ces entreprises. C'est lorsque c'est l'État, je pense, si c'est un État sérieux, pense qu'on va partir d'une situation difficile à une situation meilleure. Alors, quand on fait donc le bilan de cette satisfaction du pays en avantage et des consommateurs de façon générale, est-ce qu'on ne peut pas dire, sans beaucoup se tromper, que ce qu'on attendait des privatisations, on est vraiment passé à côté? Si on peut le dire, premièrement. Et la question de se poser, est-ce que ne vaut-il pas mieux de reviser cette situation et de revenir, mais est-ce possible avec un État pareil, à une situation beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus méthodique, où on irait progressivement dans un équilibre entre l'État et les privés nationaux, que moi je préfère aux mercenaires étrangers? C'est ça la problématique aujourd'hui, après les déboires des Camerounais en électricité qui continuent en eau et maintenant la catastrophe ferroviaire. Voilà la problématique. Je finis rapidement. Vous avez parlé que la régie faisait avec le tiers, pratiquement, de l'effectif, oui, le même chiffre d'affaires. Sauf que quand Bolloré arrive à avoir cette concession, d'abord, comme vous-même vous le racontez,
dans le livre avec beaucoup de gymnastique bizarre pour avoir ces concessions. Vous-même, vous le racontez. Quand Boré cherche ces concessions, ce n'est pas pour le bien-être du Cameroun. Vous le savez, on est dans une vision du profit. Oui. Ce n'est pas le tout des voyageurs qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, la construction du pipeline, le transport, etc. Et la jonction... Non, ce n'est pas le pipeline. Finissez, je vais... Le pipeline. Non. Et la jonction de sa chaîne des ports de la zone ouest. Et quand cela a commencé, vous saviez ce à quoi ça nous a envoyé, vous connaissez un peu l'histoire du Chili. ITT, ça vous dit quelque chose? Non. Oui, la société de transport oui, qui a permis, grâce à cette monopole, d'en finir avec le régime Allende. D'accord, oui. Voilà. Donc, on n'est pas loin. oui. Avec Bolloré aujourd'hui. C'est en cela que ça nous pose problème, nous. Ok, je reprends. Pour la question posée, c'est quoi les privatisations? Il y a une partie qui a bien fonctionné, il y a une partie qui a mal fonctionné. C'est pour ça que j'ai fait dans mon livre. J'ai fait vraiment un vrai bilan. Oui, le Ponce Pilate. Non, ce n'est pas le Ponce Pilate, pas du tout. Pas du tout, mais alors pas du tout. Ah bon? Je suis un financier. Quand on fait un bilan, c'est toujours la partie double. D'un côté, il y a le passif, de l'autre côté, il y a l'actif. Maintenant, on pèse les deux pour voir qu'est-ce qui pèse le plus. Oui, qu'est-ce qui pèse le plus? Mais voyons voir, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Je vous dis encore une fois, les entreprises privatisées sont financièrement en bonne santé. Celles qu'on n'a pas privatisées, elles sont en faillite. Ou Cameroun Airlines, c'est où? Sotuc, c'est où? Amakam, c'est où? Sodekao, c'est où? Capme, c'est où? Fonader, c'est où? Je peux vous citer des tonnes. Ça, c'est autant de milliards que nous avons perdus. Voilà les entreprises publiques qu'on a faites. Bon, maintenant, un petit bémol. Et les flux financiers de ces entreprises cédées aux étrangers, vous en tenez compte? Parce que vous dites qu'elles sont... Non, je parle du bilan. Oui, oui. Voilà ce qui n'a pas été privatisé. Oui. Elles sont où ces entreprises-là? Toutes sont mortes. La dernière, c'est Cameroun Airlines. Maintenant, prenez les entreprises qui sont privatisées. Vous savez, Cameroun Airlines est morte ou va mourir parce qu'elle n'a pas été privatisée? Oui, ou absolument. Parce qu'on a un État bizarre à la tête de notre pays, d'après vous? Non, écoutez, je dis que je suis, je suis Allez, économiste. Je suis économiste. L'homme politique, je vous laisse sur ce terrain-là. Mais ce que je dis, encore une fois, c'est que en répartissant mieux les tâches entre le privé et le public, le Cameroun peut fonctionner mieux. Voilà tout ce que j'explique dans ce livre. Et je reviens donc pour finir avec la réponse à sa question. Il y a des choses qui ont bien fonctionné. Les entreprises là sont financièrement bien portantes. Elles investissent, elles créent des emplois, elles rémunèrent leur personnel, elles paient des impôts à l'État qui servent à l'État à faire ses missions. Donc ce côté-là a été un succès. Maintenant, je l'ai dit, je le répète, il y a des erreurs qui ont été commises par nous, parce que j'y ai travaillé, donc j'assume ces erreurs-là. J'ai dit, satisfaction collective. C'est pour ça que les Camerounais ne comprennent pas. Ils vous disent non, c'est un échec. Ça, on n'a pas pris cela en compte. Ça a été une erreur. L'épargne nationale, ça a été une erreur. Sur le plan économique aussi, j'en parle, il y a ce que j'ai appelé le défaut de surveillance du monde économique. Au Cameroun, il n'y a pas de surveillance du monde économique. C'est pour cela que je recommande à l'État du Cameroun de créer, par exemple, un observatoire des prix et de la concurrence, d'autant plus que nous sommes dans une économie dominée par les monopoles privés. Étranger. Pour moi, un monopole privé, c'est un cancer pour une économie. Privé, étranger. Privé, non, privé tout court. Et privé, vraiment, c'est privé. Parce qu'un privé veut maximiser son profit. Il est là pour ça. Comme on dit souvent que, pour les capitalistes, je vous le dirai, je vous le concéderai tout de suite, on dit souvent que l'entreprise est gérée au nom du pèse, du fric et du sain bénéfice. Voilà. C'est ça. Sauf que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je dis encore une fois pour terminer, que pour moi, ça a été un côté a bien fonctionné, il y a un côté qui n'a pas fonctionné et pour lequel il faut des corrections. Cependant, revenir en arrière,
serait une erreur monumentale. On y viendra, attendez, je repars par là, on va poser cette question. Maintenant, l'une des grandes résolutions après que le rapport a été rendu sur l'accident des écarts, c'est justement la prescription du chef de l'État de la relecture du contrat de concession à de la convention de concession. De la convention de concession à Camra. Même le chef d'État a dit mieux. Oui. Il a dit l'insertion meilleure de l'État. Dans le sans le dire, mais en fait dans le capital. Dans le capital. De cette société privatisée. Alors, maintenant, cette relecture-là, oui. Comment la voyez-vous? Quel est le chemin qu'elle peut emprunter, Anissé Kane? Bon, alors, c'est bien, il n'est jamais tout à pour bien faire, que le gouvernement ait compris quand même, enfin, le cri qui sort du pays sur ces privatisations à travers plusieurs dizaines de morts. Mais en réalité, peut-être à quelque chose de bien malheur est bon. Nous disons, il n'est jamais bien de revenir au point de départ. Mais il vaut mieux, au niveau de la réflexion, au moins revenir au point de départ. C'est-à-dire, je pose la question aujourd'hui, si nous voulons aller vers une repartition, en votre terme, entre le privé et le public, est-ce qu'une démarche plus systématique vers la cession à tout vent de nos entreprises de souveraineté est bonne? Première question. Est-ce qu'on doit encore le faire sous la pression, parce qu'elle n'est pas finie, de la Banque mondiale, du FMI? Parce que le résultat de leur venue incessante de Cameroun, ce n'est pas de revenir, de regarder les privatisations, de revoir le cahier des charges. Pas du tout. C'est plutôt de faire en sorte que, par exemple, en ce qui concerne l'électricité, que ce qui a été écrit et signé soit appliqué. C'est-à-dire, par exemple, que les néos puissent augmenter les prix comme cela avait été prescrit par le cahier de charges. Non, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il faut remettre tout à plat. Pas dans le sens qu'on revient à tout renationaliser, mais remettre à plat. C'est-à-dire, donc, tranquillement, choisir les quotas, les répartitions, les priorités, ce qui n'est pas, je vais dire, pressé. On peut encore attendre ce qu'il faut faire rapidement, etc. Donc, remettre à plat tout le plan de privatisation de nos entreprises publiques, sans que cela puisse nécessairement poser des problèmes aux actionnaires étrangers. Parce qu'ils voient bien que si on continue comme ça, on court à la catastrophe. Vous savez, une société qui bout, on la sent, petit à petit, mais on n'a jamais l'état réel de cette ébullition. Et les Chinois ont un proverbe que j'aime bien. Les Chinois disent que la mèche qui amène le feu aux poudres, on ne la voit jamais. On la voit quand il y a déjà l'explosion. Donc je pense qu'il faut faire attention. D'accord. Ok. Alors, M. Tchakounté. Déjà, je suis entièrement d'accord avec ce que la présidente du chef de l'État, qui est d'auditer la convention de concession. D'ailleurs, même, en fait, on doit même aller plus loin que cela. On ne doit même pas seulement attendre qu'il y ait un accident. Ça fait partie des éléments que j'ai cités dans mon livre. Vous êtes d'accord que l'accident là était plus ou moins prévisible? Un accident était prévisible, compte tenu de l'état de la voie, du matériel. Vous êtes d'accord? Écoutez, je ne peux pas dire que je ne connais pas cet aspect-là. Ce que je sais, moi, par contre... Vous aimez bien éviter les questions. Non, je n'évite pas la question. Je connais mon domaine de compétences. Oui. Ce que je sais, c'est que lors de cette lors de la mise en place de cette concession, que j'ai participé à sa rédaction et à la mise en place. Donc, je pense que l'aspect sécurité, avec le recul, a été oublié, a été négligé. Vous dites la même chose que moi. Non, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas dans l'angélisme. Oui. Je sais assumer ce que j'ai commis comme erreur. Je sais voir ce qui est correct. Donc, ce que je dis, c'est que il faut donc pas seulement attendre qu'il y ait un accident. Toutes les concessions qu'on passe doivent être périodiquement revues.
dans mon livre, j'ai une partie que j'ai appelée la privatisation inachevée, c'est-à-dire les échecs de la privatisation. Et je dis, il n'y a pas un suivi rigoureux des privatisations. Donc, ça veut donc dire que ça renforce la pression du chef de l'État, qu'il faut faire cette relecture critique, cet audit. Alors, comment ça va se faire? C'est-à-dire qu'il faut, en fait, il faut se poser au moins 2 questions. Première question, est-ce que l'opérateur suit le cahier de charges qu'on s'est donné d'accord parti? Et donc là, on regarde on regarde les faits et on tire des conclusions. Deuxième question qu'on doit se poser, maintenant une question plus fondamentale. Les objectifs qu'on s'est donnés au départ pour privatiser, oui. Est-ce qu'on est en train de les atteindre ou pas? Et ça peut conduire dans certains cas à remettre en question. Oui, tout à fait. Puisqu'en France, par exemple, le suivi de la privatisation de l'eau, j'en parle dans mon livre, a conduit à la remunicipalisation de la distribution de l'eau par les communes. Donc ça veut dire qu'il faut un vrai suivi pour se poser la question périodiquement, est-ce qu'on atteint l'objectif qu'on s'est fixé? Parce qu'il y a des cas où on peut se rendre compte que peut-être que l'État peut faire mieux. Parce que je ne suis pas pour tout privatiser. Puisque je cite le cas, par exemple, de la France, oui, où le ministre de la Défense en France avait émis l'idée de privatiser l'armée française. Et c'est paru dans beaucoup de journaux. À la fin, j'ai dit, cette idée n'a jamais été dévoilée. Ce qui veut dire qu'on s'est rendu compte, à la réflexion, qu'on ne peut pas privatiser l'armée. Même qu'on peut privatiser certaines missions de l'armée. Mais aux États-Unis, il y a professionnalisation et privatisation de certains aspects. C'est ce que je dis. Certains aspects, j'en parle. D'aller casser des Arabes au Moyen-Orient. Non, je dis donc qu'on peut privatiser certaines missions de l'armée. Oui. Comment dire, les soins médicaux, la facture, l'approvisionnement, la logistique. On peut privatiser, mais l'armée même, on ne peut pas la privatiser. D'ailleurs, je crois que Longuet avait dit, on ne peut pas privatiser le palais des tout dit. Donc c'est pour dire quoi? Après réflexion, j'ai émis 2 conditions où l'État peut se soutenir à l'entreprise. Donc pour moi, il y a 2 conditions. Vous allez voir qu'elles sont provisoires. La première condition, c'est qu'il doit s'agir d'une activité qui a un impact très important sur la population. Et dans nos pays, il y en a beaucoup. Effectivement, je suis d'accord. Et la deuxième condition, c'est que le secteur privé n'ait pas encore une bonne maîtrise de cette activité. Voilà pour moi les 2 conditions qui peuvent justifier qu'on mette en place une entreprise publique sous le contrôle de l'État. Le reste, dès lors que les privés sont capables de gérer, on doit les laisser. Comme aux États-Unis. Récemment, on a privatisé le transport spatial. Vous avez entendu que maintenant, c'est la navette Dragon qui maintenant assure le transport. Non, on n'a pas tout privatisé. Non, j'ai dit qu'on a privatisé. Je pèse mes mots. Oui. On a privatisé le transport spatial. Oui. La NASA, maintenant, s'est désengagée pour penser à autre chose. Le voyage sur Mars et les autres planètes. Donc, elle a abandonné. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que l'État doit se retirer des entreprises. Quand l'État se retire, ce n'est pas pour aller dormir. C'est pour prendre en charge les aspects que lui seul peut prendre en charge. C'est-à-dire quoi? Dans un pays, il n'y a que l'État qui peut gérer le changement, qui peut gérer l'avenir, qui peut gérer la stratégie. C'est pas les entreprises. Les privés ne le font pas. Les privés sont là pour gagner de l'argent. Et gérer le profit. Et gérer le profit. Cela va de soi. Ouais. Il appartient à l'État de les orienter, un peu comme une pirogue dans un cours d'eau. Après, c'est le cours d'eau qui oriente la pirogue. Et pas l'inverse. Donc, les privés, c'est les pirogues. Et puis, l'État les oriente avec tous les éléments qu'il a en main. Comme toute la nation. Comme toute la nation. Donc vous dites, sur le cas de Camrail, la concession à Camrail, vous dites qu'il faut 2 conditions essentielles. Vous dites 2 questions. Oui, il s'agit de 2 questions essentielles. Il faut se poser la première question. L'atteinte des objectifs. Est-ce que les objectifs sont... Est-ce que le cahier des charges qu'on s'est donné, c'est ça? Et le respect c'est ça. Donc, il faut... Et ensuite, il faut se demander... Est-ce que, quand on remet tout en question, même au départ, on a privatisé, pourquoi? J'ai expliqué pourquoi on a la privatisation. Est-ce que c'est en train... C'est la mise à plat, c'est-à-dire bon. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est vraiment la mise à plat. Oui. Et puis, de retravailler, de voir maintenant quels sont les... et maintenant, c'est le cas maintenant pour l'État de poser le problème de la satisfaction collective.
Alors, vous n'êtes pas pour qu'on arrête les privatisations? Ah non, non, absolument pas. Je dis que si on les arrête, c'est une erreur monumentale. Oui. Parce que ça a failli mettre l'État du Cameroun en faillite, pas seulement l'État du Cameroun, mais même les autres États. Dans le monde entier, on privatise. Je dis dans le monde entier. Citez-moi un seul pays au monde qui nationalise encore aujourd'hui. Il n'y en a pas. Vous citez beaucoup les cas où... Oh, c'est le petit Mitterrand en 81, ça a déjà été arrêté depuis. Bien sûr. Le Venezuela, lui-même dans son deuxième mandat. Le Venezuela, c'est une vous voyez le Venezuela, mais c'est une catastrophe. Maduro, Chavez, il bavardait beaucoup là, mais après, regardez ce qu'il a laissé derrière. Ah bon, vous savez, c'est la même chose que on a dit du Chili avec ITT. Hein, où vous êtes en train d'oublier l'influence de la CIA et des Américains compte tenu... Je refuse pas ça. Oui, compte tenu de la position de l'État vénézuélien par rapport à son pétrole. Il faut mettre tout ça en perspective, il faut comprendre ce qui se passe au Venezuela. Bon, ce que je voulais dire tout à l'heure, vous savez, en France, EDF, oui. Lorsqu'on veut toucher à 1% d'EDF, vous savez ce que ça provoque comme... ébullition syndicale. Oui. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, la France, qui est un État dans un contexte capitaliste, c'est pratiquement qu'il y a des domaines. Vous avez parlé de l'eau, qui est maintenant en réalité pas nationalisée, mais remise un peu à une gestion, autogestion décentralisée au niveau des communes et des régions. Il y a des secteurs qui voudraient mieux peut-être jusqu'à nouvel ordre, ne pas laisser à la dynamique, à la vision du profit à tout prix. Parce que c'est ça qui pose problème. Et donc, on fait des subventions. Donc, quand vous avez le profit, il y a subvention automatique. Non, monsieur Diakouté. Je vous assure que... Vous faites comme si la même entreprise, du fait que la gestion est à l'État, à des gens soucieux de l'intérêt général, ne peut pas bien fonctionner sans avoir besoin de subventions. C'est pas vrai. Alors, puisque si on regarde bien, oui. Les profits sont le pendant des subventions. Hein. Si on regarde bien, les profits sont le pendant des subventions. C'est-à-dire qu'en réduisant les profits, on peut réduire le montant des subventions. C'est en cela qu'il y a une différence entre la gestion des privés que le profit intéresse uniquement et une gestion de l'État par des cadres compétents. Il y en a dans ce pays. Bien sûr, bien sûr. Qui vont privilégier la satisfaction des consommateurs et l'intérêt. Cette gestion-là est impropre à l'entreprise. L'entreprise n'a pas vocation à être gérée pour la satisfaction collective. L'entreprise doit être gérée au nom du pèse, du fric et du sain bénéfice. Oui, ça c'est votre axiome. Oui, pour moi, ça vraiment, j'assume cette axiome. Pour votre gouvernement, vous savez, l'économie mixte, dans une entreprise, c'est une entreprise mixte aussi. Nous sommes pour une économie mixte. Vous êtes pour le retour du Cameroun, de l'État du Cameroun dans l'actionnariat de Camrail. C'est ce que vous voulez dire? Oui. Mais l'État y est, mais de façon minoritaire, ils sont en Camrail. Augmentation du capital. Oui, mais c'est plus ou moins... Moi non, je ne suis pas d'accord. C'est plus ou moins, si vous relisez bien le communiqué, c'est plus ou moins ce que dit le communiqué. Hein. Oui, mais il appartient aux experts d'éclairer les décideurs. Oui, donc ce que je veux dire, c'est que la présence de l'État... Les faits ont éclairé les décideurs. Non, la décision de l'État... non, les faits... Je dis que la présence de l'État n'éclaire en rien. Les faits ont éclairé les décideurs. Donnez-moi une minute. On dit à quelque chose de bien, malheur est bon. Monsieur Canet, oui, allez-y. Dites-moi, je vous dis une chose. J'ai le cas des entreprises que je cite ici, là. Camonti Estate, par exemple. Oui. L'État y était. À chaque réunion, l'État était représenté. N'empêche qu'à la fin, l'État n'a pas compris ce qui s'est passé. L'État s'est réveillé un matin pour dire que, mais où sont mes actions? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Financièrement, ils ont, je ne sais pas si ça a été manipulé ou pas, mais tu veux dire qu'ils ont déclaré une grosse perte. Ils ont fait une opération accordéon. L'État s'est retrouvé éjecté du capital. Et à chaque étape, l'État a été appelé, l'État s'est fait représenter. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des États qui sont mieux gérés que d'autres? Mais bien entendu. D'accord. Alors, bien entendu. Absolument. Vous ne pensez pas qu'avec des États mieux gérés, les entreprises publiques le feraient aussi? Oui.
mais ça ne va pas compenser... Non, c'est là la corrélation entre le contexte politique... Alors, et pourquoi l'entreprise publique dans le monde entier a des problèmes? Et pourquoi l'entreprise publique dans le monde entier a révélé presque les mêmes faiblesses à des ampleurs différentes? Vous savez... Parce que vous voulez tout ramener au Cameroun. Moi, je ne suis pas pour ramener au Cameroun. Pas du tout, je ne ramène pas. Vous savez, dans le système capitaliste, quand on dit qu'une entreprise est en difficulté, ça peut vouloir dire que les actionnaires ne gagnent pas beaucoup d'argent. Vous êtes d'accord? Ben oui. Proportionnellement à d'autres. Oui, on dit chez les capitalistes que la vache fait l'action, fait le dividende. Voilà, ça, il faut que ce soit clair. Comme les entreprises du CAC 40 en France, oui. qui font des bénéfices, qui subissent des dividendes extraordinaires et qui restructurent, qui enlèvent 3500 employés, qui les envoient au chômage. Mais monsieur Canel, vous avez créé une boutique. Vous espérez quand même qu'à la fin du mois, vous apportez un petit quelque chose en main. Oui, mais je ne veux pas créer une boutique. Je ne veux pas créer une boutique pour appauvrir tout le quartier. Non, pas comment ça appauvrir le quartier. Merci monsieur d'avoir accepté de participer à ce débat sur les privatisations au Cameroun. Merci Anissa Ekane. Merci, monsieur. Mais la prochaine fois, vous donnerez un contradicteur aussi perspicace que M. Tchakounté. Voilà. Merci, monsieur Tchakounté, d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et puis, merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant 90 minutes autour de cette question centrale des privatisations au Cameroun. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, lorsqu'il sera 20h30, pour une nouvelle édition de Géopolis. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. À très bientôt.